La neurodiversité est une chance, un enrichissement et un combat à la fois. Un combat contre le statu quo, une remise en question perpétuelle du système qui ne sait pas inclure ce qui est différent et un bouleversement constant des mentalités étriquées. Mais finalement, n'est-ce pas le combat que je mène pour la nature, la biodiversité, la restauration des écosystèmes? Si, car tout est lié. Ce texte est un extrait d'un statut Facebook publié par notre invitée il y a quelque temps dans des circonstances bien particulières sur lesquelles on reviendra, mais d'abord présentant notre invitée telle qu'elle se présente elle-même sur LinkedIn. Sarah Toumi, experte en innovation sociale et agroécologie, designer des rêves possibles, exploratrice d'un monde en mutation. Elle se présente donc ainsi, celle que l'on surnomme aussi, que l'on affuble du titre romantique de la Dame aux Acacias. Bonjour Sarah Toumi, ravie. Bonjour, merci de m'accueillir. Sarah Toumi, alors vous avez fait des études de littérature, vous avez un master en littérature française. Qu'est-ce qui vous a donc mené vers l'entrepreneuriat, même social? En fait, avant de faire de la littérature française, j'ai fait 2 ans de médecine. Et c'est pendant mes années de médecine où j'étais convaincue d'être une scientifique bornée que je suis tombée amoureuse des sciences humaines et de la philosophie. Et j'ai commencé à questionner mon rapport au monde, mon rapport aux gens. Et c'est cette remise en question entre mes études de médecine et mes études de littérature qui m'ont poussée vers l'entrepreneuriat social, l'envie de contribuer un petit peu à rendre le monde un peu plus juste, un peu plus équitable. Mais pour vous outiller, Sarah Toumi, pour l'entrepreneuriat, vous vous êtes inscrite quand même à HEC Paris et obtenu un certificat en social business. Oui, quand on fait de l'entrepreneuriat, il faut quand même avoir des bases en finance. Et même si pour moi, ma vocation première, c'est d'abord un engagement social et environnemental, je suis convaincue que le business et l'entrepreneuriat sont des outils très intéressants pour changer les choses. Mais cette idée d'engagement en soi, vous l'aviez eue depuis le CM1, je pense. Vous dites, j'ai 9 ans et notre maître invite Jean-Louis Etienne, l'explorateur français. Le déclic. Oui, j'étais une petite fille très curieuse et j'ai la chance d'avoir une mère bretonne et un père sfaxien et d'avoir grandi à Paris. Et du coup, quand j'ai rencontré Jean-Louis Etienne, donc cet explorateur et qui nous a raconté son expédition au pôle Nord et qui nous a raconté un peu les enjeux déjà à l'époque du changement climatique, ça m'avait énormément inspirée. Et je m'étais dit, mais en fait, des problèmes, il y en a partout à résoudre. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? Donc oui, mais bon, à l'époque, j'étais encore jeune. Oui, vous aviez 9 ans, mais le déclic s'est fait alors. Mais aussi l'engagement Sarah Toumi, on peut dire que l'engagement, le social, vous l'avez presque reçu en héritage. Votre père, Ajmi Toumi, lui-même était très engagé. Oui, absolument. Donc, depuis mon plus jeune âge, j'ai un peu été reçu ça dans mon biberon. Et vous avez donc participé aux activités de l'association de votre père, Ajmi Toumi? Absolument, oui. Déjà en France, quand j'étais très jeune, mon père était ingénieur. Il travaillait beaucoup, notamment en Irak. Donc, il avait monté une association pour les enfants en Irak. Et donc, j'avais 4, 5, 6 ans déjà à l'époque et je participais avec lui. Et plus tard, pour la Tunisie, donc, on a monté l'association Dream in Tunisia qui s'appelait au départ l'association Ajmi Toumi. Et justement pour agir, notamment pour transformer les défis des zones rurales en opportunités. Sarah Toumi, depuis l'association Ajmi Toumi, quand même, vous avez fait bien du chemin, reçu maintes prix et distinctions, à tel point que Forbes vous a classé dans le top 30 des entrepreneurs sociaux de moins de 30 ans. Oui, ça pourrait en étonner plus d'un qui ont un peu de mal à faire le lien entre entrepreneuriat et ce que je fais dans ma vie.
Mais en effet, j'ai eu la chance d'avoir cette reconnaissance d'être la première Tunisienne à être dans ce classement et ça m'a aussi permis d'ouvrir mon réseau à l'international et de faire connaître le combat que je mène, à savoir le combat contre la désertification, la pauvreté et les inégalités en Tunisie. Cependant, Salatoumi, malgré cet engouement international, vous n'avez pas pu mener, du moins en Tunisie, vos dessins initiaux à bon port. La révolution Moringa, par exemple, n'a pas eu lieu. Oui, en fait, je pense qu'en Tunisie, il y a énormément de choses qui se font, mais on a encore du mal à travailler ensemble en fait, on est encore sur des micro-initiatives. Il y a plein de choses qui se font qui sont extraordinaires et je crois que j'ai beaucoup voyagé dans le monde et notamment l'Afrique et j'ai rarement vu ça. Mais c'est très difficile encore de réussir à travailler ensemble. Et je crois que si on veut vraiment faire une révolution verte, Moringa ou pas, il va falloir qu'on trouve un moyen de collaborer tous ensemble. Mais ce qui m'a frappé, Salatoumi, en préparant cette conversation avec vous, c'est que ce rêve que vous avez nourri, dont vous avez parlé, s'est transformé dans une certaine période de votre vie. Et là, je vous cite, en mes pires années. 2017, vous parlez de ça, c'est un rêve qui s'est transformé quelque part en cauchemar. Oui, j'ai même des amis qui m'ont dit que j'avais une relation toxique avec la Tunisie. En fait, on peut avoir un rêve et avoir l'ambition de le réaliser. Quand on remet en cause le statu quo et qu'on remet en cause voilà, tout ce qui existe déjà et de proposer des solutions nouvelles, on se heurte forcément à des réticences. Et ça a été mon cas. Mais en l'occurrence, en 2017… Quel genre de réticence, Salatoumi? En 2017, pour moi, ça a été une année un peu compliquée au niveau personnel. On va y revenir pour le… Et en fait, c'est vrai que bon, alors, moi, j'ai commencé ce projet, j'avais 24 ans et j'en ai 33 maintenant. Donc aussi, j'étais très jeune et je pense que j'ai manqué peut-être d'accompagnement, de mentors qui auraient pu peut-être me donner des conseils parce que j'ai eu énormément de médiatisation, mais cette médiatisation, elle s'est pas concrétisée dans des choses très concrètes comme des financements, d'accès à des grands financements qui auraient pu permettre de transformer le rêve en une réalité à l'échelle que j'espérais. Et avec le recul, je pense qu'il y a certaines choses que j'aurais fait différemment. Mais bon, le travail est toujours en cours, donc rien n'est arrêté. Oui, mais n'avez-vous pas eu le sentiment, Salatoumi, à un certain moment, quand on vous a fait endosser un vêtement un peu trop grand pour vous, vous deviez jouer le rôle d'une agence de développement à vous toute seule? Absolument, c'est ce que je dis, c'est qu'on m'a poussé on m'a encouragée dans cette idée que j'étais la personne qui allait résoudre le problème de la désertification en Tunisie, alors que c'est pas du tout le cas. Encore une fois, je le dis, ça va demander une collaboration de tous les experts, de tous les acteurs, que ce soit les acteurs de la recherche et de la formation, les acteurs privés, les ONG, le gouvernement, pour résoudre ce problème. C'est pas une personne qui peut faire ça. Et ça a été une expérience, en tout cas pour moi, très enrichissante. Ça m'a permis d'apprendre qu'il faut pas forcément partir dans le discours qu'on pourrait qualifier de politique, présenter des rêves, mais plutôt travailler sur le terrain en toute discrétion, ce que je fais aujourd'hui depuis maintenant 3 ans, et puis quand il y a des résultats, les partager. Justement, cet écart entre le discours politique et la réalité est très intéressant. Et dans ce sens, je vais vous lire ce qu'a déclaré un autre entrepreneur social du nom de Mehdi Bakouche, journal Le Monde. Et vous allez me dire s'il a touché juste. Le problème des bailleurs de fonds internationaux, c'est qu'ils aiment le romantisme. Une femme arabe, entrepreneuse, qui réussit à transformer son pays, waouh, ça change des méchants terroristes. On met les entrepreneurs sociaux trop vite en avant par rapport aux difficultés du terrain. Ça fait de belles histoires, mais il faut des années pour concrétiser quelque chose en Tunisie.
Il est encore difficile d'être crédible en tant que femme ici. On leur crée des obstacles si on ne leur laisse pas le temps. Je partage ce qu'a dit mon ami, Mehdi Bakouche. C'est vrai. Cependant, je ne pense pas que ça soit que pour les femmes. Je pense que c'est propre à toute personne aujourd'hui qui veut changer le statu quo en Tunisie, qui veut changer les règles du jeu. En l'occurrence, sur Akasas Forum, on s'attaque quand même à un secteur très important, le secteur de l'agriculture, en proposant la mise en place de nouvelles pratiques agricoles, nouvelles façons d'irriguer, nouvelles façons de produire, nouvelles façons de planter les parcelles. Et forcément, on touche à des intérêts qui sont bien plus grands que simplement aller planter des arbres dans le désert. Et ce qui est, au niveau du storytelling, ce qui est très beau, et je pense que ça fait partie des choses qui ont motivé les médias pour parler de cette initiative, mais dans la réalité, qui sont beaucoup plus complexes. Mais ce storytelling tellement idéalisé peut être à lui-même un écueil, parce que quand on voit les difficultés du terrain dont vous parlez, versus l'idéalisation faite par les bailleurs de fonds pour justement nourrir ce beau storytelling de collaboration nord-sud sur les questions sociales, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un des écueils principaux sur lesquels achoppe tout ce qui est fait pour l'Afrique, pour le tiers-monde en termes d'entrepreneuriat social? J'ai toujours du mal avec ce mot. Absolument. En fait, les gens du domaine, donc les entrepreneurs sociaux, leurs équipes et les gens qui les entourent sont bien conscients, et les gens du développement en général sont bien conscients des difficultés du terrain. Le grand public ne l'est pas. Et en fait, nous, on représente un pool de jolies histoires à raconter. Quand, par exemple, là, en pleine pandémie, tout le monde déprime, de raconter de dire qu'il y a des personnes qui s'engagent et qui essaient de changer le monde, forcément, quelque part, ça permet de redonner de l'espoir aux gens. Après, dans la réalité, oui, c'est très compliqué. Oui, mais quand vous dites que tout le monde est conscient, les bailleurs de vin et même les entrepreneurs sociaux eux-mêmes, tout le monde est conscient. On a l'impression que vous parlez d'un certain jeu de dupes dans ce système. Par exemple, quand on voit des fondations gonfler les prévisions, grossissant le trait sur leur site, confrontant de fait les entrepreneurs sociaux tels que vous à des échecs, parce qu'ils annoncent des chiffres faramineux. Par exemple, moi, je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur le site de la fondation Ashoka, qui est très sérieuse, disent Sarah Toumi va influencer la vie de 10 millions de paysans qui pourraient se mettre à travailler dans plus de 100 000 coopératives. On est en droit de se poser des questions. Pourquoi ils grossissent le trait à ce point? Est-ce que c'est pour s'auto-encenser en ne prenant pas du tout en compte l'échec qu'ils annoncent? En fait, alors ce sont des visions du monde qui s'affrontent. C'est-à-dire que pour Ashoka, par exemple, ou ce type de fondations qui sont des fondations américaines, on est vraiment dans le show-off. Donc, c'est-à-dire qu'on présente une vision, ce qui s'appelle le moonshot. Et donc, après, pour redescendre à la réalité, en effet, il y a un gap entre justement ce moonshot, donc aller vers la Lune, et la réalité. Et nous, en fait, dans notre culture, on n'est pas du tout comme ça. Et du coup, en effet, ça crée des écueils parce que c'est deux façons de voir le monde. C'est-à-dire que nous, on est pragmatique par notre culture. On aime avoir des faits concrets et mesurables. Donc, les Américains seraient moins pragmatiques que nous. Sarah Toumi, je vous parle de ça parce que je trouve qu'il est intéressant aussi de décrire ce qu'il y a derrière cette image d'Épinal des aides internationales pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire vous-même, vous avez suspendu votre expérience avec le GSBI du Miller Center. Vous en dites ceci. Au GSBI, ils m'ont dit, t'as pas honte, personne ne quitte le programme. Et leur idée, c'était encore une façon de s'accaparer des terres en Afrique, de mettre tout le monde au salaire minimum et de garder le contrôle au lieu de former les agricultrices à s'en sortir seules sur leur propre terrain. C'est-à-dire que l'envers du décor est quelque peu sordide. Oui, l'envers du décor, il est assez cynique, en effet.
Et du coup, vous parliez tout à l'heure de jeu de dupes, mais je crois justement que face à ce cynisme, c'est bien de pouvoir continuer de rêver et de garder espoir. C'est un peu l'automotivation, on va dire, de dire on est capable d'y arriver. Ça va prendre du temps, voilà, on est capable de changer les choses, mais il faut mettre en place une stratégie qui marche. Et mettre en place des stratégies qui marchent dans un pays comme la Tunisie, où la société civile vient d'émerger, où on commence seulement à commencer à comprendre ce que c'est que le travail collaboratif, l'économie solidaire, sociale et solidaire, bah, ça va prendre du temps parce qu'en fait, les gens doivent s'approprier ces thématiques, les comprendre, les adapter à leur propre vision du monde. Et ensuite, une fois que ça s'est fait à l'échelle individuelle, commencer à tisser des liens avec les autres et dans la bienveillance, dans la communication non violente. Et tout ça, c'est des apprentissages qui prennent du temps, en fait. Mais aujourd'hui, Salah Tomi, avec Acacia pour tous, Zimine Tunisie, vous avancez à votre propre cadence et vous réalisez des projets en Tunisie. Oui. Oui, donc maintenant, on travaille dans 3 régions, à Zarouen, Sfax et Kibili, avec 3 groupements de productrices. Elles sont à peu près 300 à l'heure d'aujourd'hui. On a des contrats avec 5 entreprises internationales. Et voilà, et en fait, on a réduit les objectifs en le sens où on n'est plus dans la course à la quantité, 1 million d'arbres, voilà. etc., mais plutôt la course à la qualité, donc de garantir à ces femmes, à ces productrices qu'elles aient accès à des marchés durables. Donc nous, on s'engage sur 10 ans avec les entreprises partenaires et surtout à des revenus décents. Donc c'est un minimum dès la première année de 2 fois le SMIC que l'on essaie de garantir. Et du coup, ça passe par aussi beaucoup de... C'est vraiment c'est de l'artisanat. On tisse des nouvelles choses. Donc, on s'adapte vraiment à chaque région et à chaque village avec lequel on travaille, aux besoins, spécificités des femmes avec lesquelles on travaille, les agricultrices. Et du coup, oui, ça marche plutôt bien. Salah Tomi, en 2017, votre vie a été chamboulée aussi, une réaction en chaîne après la découverte de l'autisme de votre fille. Et l'extrait qu'on a lu en début d'émission vient d'un statut Facebook que vous avez publié à l'époque. Oui, en fait, moi j'ai une fille qui a maintenant, elle va avoir 7 ans cette année, et c'est vrai qu'en 2017, donc on s'est rendu compte donc qu'elle avait des retards de langage, et puis finalement on a eu un diagnostic d'autisme. Et c'est vrai que ça a été très compliqué à gérer pour moi. Déjà, comme n'importe quelle mère, d'apprendre que son enfant va être différent, c'est évidemment pas facile à absorber, à avaler, à digérer. Mais aussi, ensuite, c'est le regard de la société par rapport à ça. C'est-à-dire que, donc moi, ça a découlé d'un divorce, ça a découlé d'une séparation avec ma famille pendant 3 ans. Réaction en chaîne. Réaction en chaîne, absolument. Parce qu'on considère encore trop aujourd'hui que les maladies, le handicap est un fardeau, voilà, un mauvais sort du destin parce qu'on aurait fait quelque chose de mal. Et souvent, c'est les mères qui sont les premières coupables de ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi votre statut comme exergue à l'émission? Parce que j'ai beaucoup aimé la positivité. Oui. Votre manière positive de voir les choses, de prendre les choses, les enseignements que vous tirez de cette expérience traumatisante. Oui, alors je pense que c'est une qualité de voir le positif un peu partout. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui va mal, et qui va mal parce que, justement, ce que j'appelle les neurotypiques, donc les personnes comme vous et moi qui construisent ce monde, qui font la politique, qui font les entreprises, qui font les médias, ont du mal à se projeter dans un monde meilleur.
Et je pense que ces personnes autistes ou avec une différence, elles apportent justement un autre regard. Et on le voit par exemple, Greta Thunberg, la petite Suédoise de 16 ans qui est autiste Asperger et qui a fait bouger le monde entier sur les questions climatiques. Elle prouve que justement, sa spécificité lui a permis de voir le monde autrement et sa passion et sa persévérance de le changer quelque part. Saratoumi, pour revenir aux difficultés que vous avez rencontrées en Tunisie, ces difficultés sont d'ordre multiple, mais un pan important de ces difficultés est lié au conservatisme, à la situation des femmes encore en Tunisie derrière une certaine vitrine. La situation des femmes en Tunisie, je crois qu'on pourrait passer 1 heure à en parler. Oui, on va le faire. Allez-y. Moi, depuis 3 ans maintenant, je suis entre Tunis et les différents villages dans lesquels je travaille. Donc, je vois évoluer la société des deux côtés. Côté Tunis, donc, on a l'impression que les femmes ont plus de droits, plus de liberté, dans le sens où c'est vrai que à Tunis, quelque part, dans la plupart des quartiers, on va dire Tunis centre-ville, la Marsa, la banlieue nord, on peut s'habiller comme on veut, on peut sortir un peu comme on veut, une certaine liberté dans l'espace public, mais qu'on ne retrouve pas forcément, je trouve, dans le milieu professionnel. On fait toujours face à un manque de crédibilité, à des questions du style mais qui est ton mari ou qui est ton père, comment tu es arrivé là, toujours devoir se justifier en tant que femme, d'être une femme compétente ou une femme qui a réussi. Et dans les zones rurales, alors là, là c'est triste parce que, il y a une envie. Franchement, moi je le vois, toutes ces femmes qui travaillent avec moi, c'est elles qui créent l'économie locale. Hein. Si elles ne travaillent pas, leurs fils n'ont en général pas de travail, leur mari pareil. Donc c'est elles qui sont les fondations de ces foyers. Et pourtant, en fait, il n'y a pas de remise en question sur leur place, leur statut. Finalement, il y a une certaine une acceptation de la situation. Une acceptation de la part de ces mêmes femmes, Oui. Une autocensure. Exactement, une certaine autocensure, dire de toute façon les choses sont comme ça et pourquoi les remettre en question finalement, est-ce que c'est vraiment ça notre problème? Et en fait, je crois que c'est aussi un peu la cassure qui existe entre zone rurale, zone urbaine en Tunisie, c'est que finalement, dans les zones rurales, il y a déjà tellement de problématiques économiques que du coup, la problématique sociale, elle vient après. Et du coup, pour moi, mon travail, le travail que je fais avec ces agricultrices et les femmes qui travaillent avec moi, qui ne sont pas forcément agricultrices, c'est d'abord un travail économique, leur garantir un revenu. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, une fois qu'elles ont un revenu de base, après, elles commencent à vouloir plus. Et en fait, si on s'attaque au cœur du problème, à savoir le cœur économique, bien voilà un revenu, voilà une activité. Après, elles commencent à être plus à l'aise pour réfléchir au reste. Et donc, aujourd'hui, les femmes avec lesquelles je travaille, c'est elles qui nous demandent des formations, c'est elles qui nous demandent de visiter les agricultrices des autres groupements, des autres régions avec lesquelles on travaille. C'est elles qui essaient de prendre des initiatives pour créer des emplois pour leurs enfants. Mais ça prend du temps et il faut pas venir en confrontation directe parce qu'en fait ce discours ne passe pas de dire d'aller voir ces femmes et leur dire voilà, vous devez prendre la parole, vous libérer, vous émanciper, etc. Non, ça ne passe pas parce que pour elles ce n'est pas la priorité. Pour elles la priorité c'est d'abord le bien-être de leur famille. C'est à ça qu'elles pensent d'abord. Et au point que, moi je trouve que ces femmes-là, parfois, moi, ça me rend très triste parce qu'elles ne prennent pas de soin d'elles. Elles prennent pas de soin
d'elles, souvent, elles ont des maladies chroniques. Mais je parle de femmes qui ont 35 ans. À partir de 35 ans, vous allez voir des femmes qui ont mal au dos, qui ont mal à la nuque, qui ont de l'arthrite dans les doigts, qui ont des problèmes de peau. Et en fait, pour elles, tout ça, elles le laissent à côté parce que pour elles, leur priorité, c'est d'abord leur famille. Et du coup, pour moi, mon travail, le travail qu'on fait avec Dream in Tunisia, Wakassas for All, je pense qu'il est clé parce que vraiment, on leur permet de s'accrocher à quelque chose de solide, je pense. En tout cas, aujourd'hui, c'est devenu solide. Une bouée économique. Dire, voilà, à partir du moment où vous avez un salaire, vous avez la sécurité sociale. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Et de les laisser s'exprimer. Et aussi, les laisser s'exprimer et leur créer ces espaces d'expression, c'est très important. On s'en est rendu compte, nous, au fur et à mesure. C'est que parfois, on fait venir des intervenants extérieurs pour faire des formations et on fait des formations de soft skills. Mais en fait, au départ, c'est pas de la formation, c'est juste des espaces d'expression où on les laisse parler des sujets dont elles ont envie. Et du coup, libérer la parole, c'est la première étape pour ensuite qu'elles commencent à réfléchir à elles, quelles sont leurs aspirations profondes et leurs envies. Et si elles n'avaient pas tous les problèmes économiques qu'elles ont, qu'est-ce qu'elles aiment. Et je pense que ça va venir petit à petit, c'est en train de s'installer. Et ça sera les prochaines étapes chez Acacias for All et Dream in Tunisia de révéler ces potentiels-là. Vous avez parlé, Saratomi, de confrontation. Est-ce pour ne pas être dans une confrontation avec ces femmes que vous aussi, à un certain moment, vous avez essayé de vous fondre dans ce paysage conservateur? Vous avez porté le voile vous-même au début. Aujourd'hui, vous dites, je n'ai pas su poser des limites. Oui, oui. En fait, moi, j'ai vécu pendant 5 ans et demi à Birsala, dans le village de Birsala. Et il faut vraiment comprendre que c'est comme un lavage de cerveau. C'est-à-dire que vous êtes au milieu de personnes qui vous disent toute la journée, en fait, si tu n'es pas comme nous, eh bien, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas travailler, tu pourras pas nous convaincre. Et donc, il vous rentre dans la tête qu'en fait, voilà, il faut, pour paraître être une femme Respectable. Respectable, merci. Il faut, être couverte, pas parler trop fort, etc. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis laissée embarquer dans ce discours en me disant, finalement, après tout, moi, j'arrive de Paris et peut-être que c'est du respect que d'intégrer ces normes. Et en fait, je me suis rendu compte que non, pas du tout, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, au contraire, le fait d'avoir cédé à ça, parce que bon, en réalité, c'était pas un choix personnel réfléchi, qui est le cas d'autres femmes, c'était pas mon cas. Le fait d'avoir cédé à ça, après, du coup, j'ai dû céder sur d'autres choses. Et du coup, en fait, quelque part, ça a ralenti aussi mon projet parce qu'en fait, ils se sont dit, finalement, elle a pas confiance en elle, elle a pas ses propres valeurs. Donc, si on peut l'influencer là-dessus, on pourra l'influencer sur tout le reste. Et du coup, aujourd'hui, bon, comme vous le voyez, j'ai repris mon look d'avant. Et aussi, surtout, c'était un travail sur moi-même, je crois, et que n'importe quelle femme entrepreneur doit faire, en fait, sur elle-même, c'est d'avoir confiance en elle et en ses valeurs et en ses positions et en sa capacité à être un leader, que l'on nous apprend pas, en fait. On a plutôt tendance à nous dire, non, tu es une femme, si tu veux que tout le monde t'aime, parce que si il y a cette idée de vouloir être aimée, si tu veux que tout le monde t'aime, tu dois te fondre dans la masse. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Et je m'en suis rendu compte, du coup, heureusement assez tôt. Mais à la bonne heure. Mais on revient à cette idée que moi, quand j'ai commencé à 24 ans, j'aurais aimé avoir des personnes autour de moi pour me conseiller, en fait, et pour m'aider à traverser certaines de ces périodes un peu difficiles. Saratomi, depuis août 2020, vous êtes experte en appui à l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour la biodiversité. En quoi consiste cette mission? Donc, je travaille sur la préparation du One Planet Summit. C'est un événement international
qui a pour objectif de rediriger un tiers de la finance mondiale vers les causes climatiques. Et en l'occurrence, cette année, la thématique, c'est l'agroécologie et la biodiversité. Et donc, on travaille sur plusieurs annonces en lien avec l'Afrique et en lien avec l'initiative de la Grande Muraille Verte, qui est donc une initiative panafricaine qui vise à restaurer une bande de 8000 km de long du Sénégal jusqu'à Djibouti, donc traversant 11 pays, restaurer les écosystèmes de ces 11 pays en créant des emplois et en capturant du carbone. Donc moi, je travaille sur la préparation de toutes ces annonces et diverses négociations en cours. Et 3 ans aussi, Salah Toumi, que vous êtes membre du Conseil présidentiel français pour l'Afrique. C'est un peu la même chose, c'est un peu la même mission? Alors, le Conseil présidentiel, ça fait 3 ans que je 3 ans et 3 mois. Et l'autre 3 mois, voilà. Donc, du Conseil, c'est une relation directe avec l'Élysée et avec le conseiller Afrique du président de la République et avec le président de la République lui-même. Et ça a été une expérience très intéressante parce que j'ai découvert un peu comment marchait finalement la politique publique et essayer un petit peu d'insuffler quelques idées à l'occasion. Salah Toumi, ce qu'on remarque, c'est que vous êtes très sollicité en France par les pouvoirs publics, mais très peu, pas du tout en Tunisie. La Tunisie n'est-elle pas encore sensible à ces thématiques d'un monde en mutation? Je pense que la Tunisie est sensible à ces thématiques, mais c'est juste que aujourd'hui en Tunisie, il n'y a pas vraiment de place, je crois, pour les outsiders ou pour les personnalités de la société civile qui ne sont pas dans des partis au niveau du gouvernement. Et je pense aussi que c'est un désamour partagé, de même que que les acteurs de la société civile ne souhaitent pas pour le moment s'engager dans la politique et dans les affaires du gouvernement, de même que les partis ne souhaitent pas vraiment avoir l'avis de ces personnalités-là. Merci beaucoup, Salah Toumi. Nous allons clore l'émission comme d'habitude sur votre choix musical. Alors, votre choix musical? Alors, mon choix musical, c'était la chanson Respire de Mickey 3D. Voilà, je trouvais que ça clôturait bien la thématique environnement, biodiversité. Merci beaucoup, Salah Toumi. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine déconfinade. On vous laisse avec le choix de Sarah, le choix musical Respire, Mickey 3D. Au revoir. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.